bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce week-end. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 novembre 2025, il est 8h et comme chaque matin, donc nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé. Rappelez-vous, il y a une année de cela, nous avons évoqué donc, le premier congrès national du Grand Sud algérien autour de la santé. Et vu que c'était un congrès réussi, et il s'est instauré donc comme une véritable tradition, nous allons assister à la deuxième édition donc, de ce congrès, cette fois-ci qui sera tenu sous le thème santé intégrée mère-enfant. Ce sera donc un congrès qui sera organisé par la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique. Donc dans un petit moment, en compagnie de notre invité, nous allons revenir sur les objectifs de cette rencontre et surtout comment mettre en place sur terrain les recommandations à la fin donc, de ce congrès. Salah Hadjamal sera parmi nous ce matin. Elle s'intéressera donc pas très loin, on ira juste donc pas très loin de la ville d'Alger, Tamenfoust particulièrement, et elle s'intéressera à la cartographie archéologique de Tamenfoust. Et aussi, un artiste peintre sera parmi nous ce matin pour nous parler de son exposition donc, qui aura lieu très vite. Et comme chaque vendredi, rendez-vous avec notre ami Farhat Mouzaoui du côté de Ouargla. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Donc sans transition, nous allons accueillir notre première invitée. Il s'agit donc du docteur Abdelkrim Soukhal. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi de vous retrouver parce que vous étiez avec nous l'année dernière. Effectivement. N'est-ce pas, pour nous annoncer le premier congrès et vous êtes là pour nous annoncer le deuxième congrès. Je rappelle, vous êtes le président d'honneur de la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique. Donc, cette fois-ci, direction Timimoun. C'est cela, Grand Sud, le Timimoun. Grand Sud. Alors, première question, donc là, vous travaillez beaucoup sur la prévention, particulièrement sur l'éducation sanitaire. Et vous avez commencé comme point de départ le Grand Sud. Pourquoi le Grand Sud? Bien sûr, notre société, qui est une jeune société en fait, puisqu'elle a été mise au point, enfin, elle est née en fait en 2024, regroupe tout ce qui est épidémiologie et surtout médecine préventive, puisqu'elle repose essentiellement sur des services qui existent depuis les années 80 dans toutes les structures de santé, qui sont les services d'épidémiologie et de médecine préventive, ce qu'on appelle les CEMEP. Effectivement, cette société dont je suis membre fondateur et également donc le président d'honneur organise chaque année son congrès national et nous avons décidé de commencer par le Grand Sud d'abord parce que les problèmes de santé vont apparaître au niveau du Grand Sud et là nous pensons que dès maintenant il va falloir d'abord prendre conscience de tous ces problèmes qui vont être des problèmes émergents dans le Grand Sud. Et deuxièmement, faire de la formation médicale continue pour tout le personnel de santé qui travaille dans le Grand Sud, parce que nous sommes une de nos grandes préoccupations, c'est le problème des zones d'ombre. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans le cadre de la santé, d'avoir des zones d'ombre, parce que la santé doit être pour tout le monde, depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la fin de vie. Et dans ce cadre-là, il y a un complexe de la santé qui est le complexe mère-enfant, qui est ce joyau de la vie et qui est indissociable et sur lequel repose tout le départ de la vie. Un nouveau-né, dès le départ, doit être non seulement enterré d'amour, mais également entouré de quelque chose de très important qui est celui de la médecine préventive, c'est-à-dire de toutes les actions de prévention qui sont obligatoires et qui doivent permettre à cet enfant de se développer, de promouvoir sa santé. Alors, donc, enfant c'est très large, parce que quand on pense à l'enfant, on pense vraiment à un âge très petit, et pourtant, ça va jusqu'à 20 ans, n'est-ce pas? C'est ce qui dit notre carnet de santé, un des carnets de santé de l'enfant qui, en fait, est la reproduction sur papier de tous les événements qui apparaissent depuis la naissance de cet enfant jusqu'à sa fin de vie. Le développement de l'enfant est quelque chose d'extrêmement important. Il doit être suivi et il doit être entouré d'un certain nombre d'actes qui sont ce qu'on appelle des actes de médecine préventive. On parle toujours de prévention, il faut de la prévention, il faut de la prévention. Peut-être il faudra définir qu'est-ce que la prévention.
La prévention, en fait, est tout acte, quel que soit ce type d'acte, qui soit capable de bloquer l'apparition d'une pathologie. Bloquer l'apparition d'une pathologie, c'est un acte de prévention. Donc, en fait, en termes d'épidémiologie, je reviens donc à ma spécialité, la médecine préventive a une seule action, c'est celle de diminuer l'incidence d'une maladie. Puisque l'incidence de la maladie, c'est le nouveau cas. Les nouveaux cas qu'on doit enregistrer. Et donc, lorsqu'on fait un acte de prévention, on va bloquer l'apparition de la maladie, donc on va agir sur l'incidence des maladies. Alors la prévention va déjà des campagnes de sensibilisation jusqu'aux campagnes de vaccination, n'est-ce pas? Donc c'est très large la prévention. La prévention, en fait, elle s'insère dans ce qu'on appelle un acte global de médecine globale, maintenant ce qui est la médecine universelle, la médecine globale, qui comprend un certain nombre de volets. Le premier des volets de cette médecine globale, c'est la médecine préventive. Elle est suivie par la médecine curative, puis ensuite elle est suivie également de manière intégrée par la médecine éducative, et elle se termine par ce qu'on appelle la médecine sociale, qui est en fait l'accès aux services de santé. Donc tout cela est un grand complexe de la santé qui nous permet donc de prendre en charge et de promouvoir la santé de la famille, la santé de l'individu et de la famille. L'épidémiologie, elle, s'intéresse en fait non pas à un individu, non pas à une pathologie chez un individu, mais elle s'intéresse à la pathologie dans une communauté. Dans une communauté, que ce soit, d'abord on commence par le couple, puis ensuite on passe à un quartier, ensuite on peut passer à une ville, et puis ça se termine à l'échelle nationale. Donc c'est une population, si on n'a pas une population pour laquelle on a des actes de prévention, on n'a pas lieu d'exister en fait. Et l'épidémiologie va nous permettre d'étudier un certain nombre d'actes et de déterminants de la santé qui nous permettent donc d'avoir aussi des indicateurs et de suivre des indicateurs. Dans le cadre de notre congrès qui va donc se dérouler le 25 et 26 à Timimoun, nous avons appris celui de Janet, n'est-ce pas? Nous allons aborder un problème qui est assez important, qui est celui de la santé intégrée mère-enfant. Et dans ce cadre-là, si vous permettez, docteur, avant de revenir au congrès, en ce moment, donc dans un petit moment, il va y avoir le lancement donc, du semi-marathon d'Alger. Le sport fait partie aussi de la prévention, n'est-ce pas? Absolument. Et nous avons donc notre collègue Sarah Derbel qui est sur place, donc que nous avons avec nous. Je ne sais pas si elle m'entend. Sarah, bonjour. Voilà, elle est là, Sarah. Bonjour Sarah. Donc Sarah est sur place, elle va nous donner quelques informations donc, où nous parler de l'ambiance qui règne en ce moment donc, sur la place avant même le lancement donc, du semi-marathon d'Alger. Sarah, bonjour. Sarah, est-ce que tu nous entends? Donc j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que Sarah, bonjour. On la voit, Sarah. Bonjour, Sarah. Je ne sais pas si on pourra probablement reprendre donc, le contact avec Sarah qui se trouve sur place en ce moment. Donc, docteur, je reviens à vous. Donc, on parlait du congrès, effectivement, donc, pour ce qui est des thématiques donc, qui seront abordées lors de ce congrès. Il faut savoir que c'est un congrès qui regroupe un certain nombre de spécialités, puisque nous avons autour de nous, et nous sommes en termes d'épidémiologie, nous formons en fait la locomotive de ce vaste train de la santé, où il y a pas mal de 26 spécialités qui vont participer avec nous. Il faut dire qu'il va drainer au plan hospitalo-universitaire. Nous attendons au niveau de notre congrès pas moins de 45 professeurs en médecine, 36 chefs de service en activité qui vont venir animer pas moins de 21 conférences. Alors les 21 conférences, on va revenir donc avec plus de détails. Sarah, normalement, est prête. Sarah, bonjour. Bonjour, on se trouve actuellement au stade Farhani de Bab El Oued avec la présence
de près de 6000 participants qui sont venus, ils sont là, ils sont nombreux à venir parcourir Alger, parcourir les 10 et 21 kilomètres, donc le grand retour du marathon, du semi-marathon plutôt international d'Alger. Donc j'ai avec moi le conseiller du ministre Walid Alger, Reda Doumi, qui va nous parler déjà du nombre de participants, mais surtout du parcours, ce beau parcours qui est plus qu'impressionnant, on va dire, aujourd'hui. Bonjour Sarah, bien sûr, bonjour aux téléspectateurs du Canal Algérie. C'est un parcours comme à l'accoutumée, la wilaya d'Alger fait revenir ce semi-marathon qui n'a pas été organisé d'une telle façon, d'une telle ampleur depuis très longtemps. L'idée c'est bien sûr de faire participer à valoriser la capitale, ce qui est en train de se faire en matière de réhabilitation et de mise en valeur des espaces qui ont été rendus au public, jeunes, moins jeunes, seniors et toutes les catégories. Donc ce semi-marathon participe un peu à édifier toute cette pyramide. Il compte aujourd'hui 6000 participants, mais vous savez, nous avons été obligés de fermer cette liste parce qu'il pouvait atteindre, en matière d'organisation, on ne voulait pas prendre le risque. C'est la première édition après son retour. On va essayer à chaque édition d'essayer d'augmenter le nombre, mais il faut croire que le nombre va être très important puisqu'il y a eu un engouement très particulier par rapport à... Donc c'est un marathon, c'est un parcours qui va passer par les plus beaux quartiers d'Alger, les plus anciens aussi, on va dire les bâtiments architecturaux, les espaces d'Alger. Donc c'est un parcours qui a été... Alors, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, vous continuez à marcher. La place du sport, traitement des rentes au niveau d'Alger. Du moins, c'est la stratégie de la wilaya d'Alger avec à sa tête. Donc, on va marcher doucement. Mais tous les moyens nécessaires on va libérer arriver à cet objectif. Donc aujourd'hui, on compte sur vous, les sportifs, nos champions Inch'Allah, vous allez sortir et on va marcher doucement le temps de démarrer la course, Inch'Allah. Très intéressant. Effectivement, très belle expérience et surtout un engouement très intéressant, pas moins de 6000 participants pour ce semi-marathon. Ça vous fait plaisir, docteur? Absolument. Et je crois que finalement, on est en conciliation avec le sport. Hein. Absolument, parce que non, ça fait partie, je dis, de la vie, mais surtout le sport maintient la santé. Ça fait partie du grand complexe santé et le sport et la vie. C'est pour cette raison qu'un des programmes importants en termes de santé, c'est celui du sport à l'école, qui doit absolument être développé de manière importante pour pouvoir maintenir justement cet état de santé permanent que tout le monde souhaite. Promouvoir la santé, c'est faire du sport. Voilà que je terminerai par ça. Voilà, alors on revient justement, alors vous avez dit que pas moins de 21 conférences seront organisées. Il y aura également des ateliers de travail, il y a 8 ateliers qui vont être... alors les ateliers, ils seront donc... Alors, ce sont des ateliers spécifiques où il y aura une formation spécifique et puis surtout avec les nouvelles technologies de la communication, puisque ce sera des binaires également qui sont faits. Pas moins de 14 wilayas seront présentes au niveau de ce congrès à Timimoun et nous avons la chance également d'avoir des présentations, ce qu'on appelle des présentations affichées. On a à peu près 83 posters qui sont programmés et toute cette activité, je dis médicale, est centrée sur la mère et l'enfant. L'ensemble des structures hospitalo-universitaires d'Algérie c'est le joyau de la vie. C'est la vie. 3 quarts, c'est ça? De la société. La société, sur les 49 millions d'habitants, il faut compter les 3 quarts d'entre eux, c'est des femmes et des enfants. Quand on sait simplement que, si on prend le milieu scolaire, ce sont 17 millions d'enfants qui sont scolarisés et pour lesquels, pour chacun d'entre eux, on doit avoir son carnet de santé et le suivi de son développement avec le diagnostic précoce de toutes les affections qu'on peut retrouver au niveau de l'enfance. Et c'est ce type de problème dont on va parler au niveau de ce congrès à Timimoun de la Société d'épidémiologie et de biostatistique. Pour ma part, je présenterai une conférence en prenant en considération tout ce qui touche à la vaccinologie. La vaccinologie de la mère et de l'enfant. Parce que souvent, lorsqu'on parle vaccin, on parle enfant.
calendrier de vaccination, hein, de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, à l'entrée à l'école, puisque la vaccination, non seulement elle est obligatoire, mais elle est également obligatoire pour l'entrée à l'école, dans la mesure où cet enfant est protégé contre un certain nombre de virus et de bactéries, et qu'il va rentrer dans une communauté fermée, c'est-à-dire une école où ça va des classes où la contamination risque d'être très rapide. Et c'est pour ça qu'il y a une obligation algérienne depuis 1969 que tous nos enfants doivent être vaccinés et la vaccination est gratuite. Et c'est une grande chance que nous avons d'ailleurs en Algérie. Donc rendez-vous pris, docteur, pour le 25 et le 26 novembre pour la deuxième édition donc, du Congrès national du Grand Sud algérien. Et ça va se passer à Timimoun. Inch'Allah. En tout cas, bonne réussite pour cette deuxième édition. On vous remercie, Dr Abdelkarim Sobha, d'avoir été parmi nous ce matin. Et continue, cette fois-ci, nous allons aller dans l'univers de Mourad Abdellaoui. C'est Lamia Boudbouda qui sera notre guide et on se retrouve juste après. Bienvenue dans l'univers artistique de Mourad Abdellaoui. 135 œuvres de différents formats composent son exposition intitulée « Les rêves du silence ». L'artiste contemporain explore l'infini du gris, décliné dans toutes ses nuances, du plus clair au plus profond, donnant ainsi vie à une symphonie silencieuse où la matière, la lumière et l'ombre dialoguent subtilement. Chaque toile semble traduire un état d'âme, une respiration intérieure, des toiles sans titre qui nous invitent à la méditation et à l'introspection. Ici, le gris règne en maître. L'artiste ne cherche pas à ce que l'on comprenne ses œuvres, mais plutôt qu'on les ressente, car pour lui, la peinture n'est pas un message à déchiffrer, mais une émotion à vivre. Certaines toiles captent le regard par leur puissance chromatique, du rouge, de l'orangé et du brun profond, et cela sonne comme une explosion silencieuse de feu et d'ambre. Ici, chaque nuance s'équilibre entre force et douceur. Autour de ces toiles, les affiches de ses précédentes expositions et qui retracent plus de 3 décennies de création. Mourad Abdellaoui est l'enfant de Ain Baïda. Il a commencé sa carrière en 1989 après un cursus en art plastique à l'École supérieure des beaux-arts. Les rêves du silence, une exposition à ressentir absolument, et ce jusqu'au 15 novembre à la Galerie Baya au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Nous étions donc dans le monde de Mourad Abdellaoui. C'était Lamia Boudbouda qui nous y avait emmenés. Et il est parmi nous ce matin. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Et comme chaque vendredi, Samira nous rejoint. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va Samira? On revient à Alger Samira? Oui, on revient à Alger. On revient à Alger. Oui, c'est toujours Nous avons fait quand même le tour de l'Algérie. À la pointe nord-est de la baie d'Alger. Alors on va en parler dans un petit moment, mais avant cela, donc notre invité, Mourad Abdellaoui, alors vous avez exposé au niveau du Palais de la Culture, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un petit peu de votre travail, c'est beaucoup de couleurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mourad Abdellaoui, premièrement merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. D'ailleurs, cette émission, chaque fois, elle invite des artistes, et ça pour moi, c'est très important.
de passer de temps en temps, discuter avec un artiste de l'Algérie, comme ça fait du bien. Et au fond, j'aimerais bien y avoir un plateau spécialisé dans les arts plastiques, Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Et ça, c'est très intéressant pour montrer. J'étais en train de penser à notre amie Nassiba Jaïdir, un petit coucou ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez connue. Non, je viens de parler avec elle. Nassiba Jaïdir, c'était notre amie qui avait un plateau spécial d'ailleurs. Ah, Nassima, oui. Voilà, et aujourd'hui. J'ai déjà passé. Voilà. Voilà. Espérons, Inch'Allah, qu'on ait un plateau spécialisé comme le sport, comme le. Pourquoi pas. C'est très intéressant de montrer ce qui se passe dans les arts. On a notre collègue Nadia Madassi qui fait d'excellentes émissions documentaires sur les arts plastiques. Khaldoun aussi a fait ça pendant oui. J'ai déjà passé avec elle, ça fait un grand plaisir. J'ai enregistré ce magnifique dialogue avec elle. Elle s'intéresse bien à les arts, ça fait du bien. Marhaba bik en tout cas. Alors, donc on revient un peu à votre travail. Donc on disait que c'est beaucoup de couleurs. Oui. Bon, cette exposition, exceptionnellement, j'ai beaucoup travaillé pour cette exposition parce que la galerie à la Palais de la Culture, elle est très très intéressante. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans ou 4 plus pour cette exposition. J'ai ramené presque 200 tableaux, différents de mesures, différents de travail. J'ai ramené. C'est quand même un travail colossal. Hein, ah oui, oui. J'ai beaucoup travaillé pour ça, parce que la galerie en elle-même, elle est vraiment top, sincèrement. Quand je partage l'exposition, j'ai des amis de l'étranger, vraiment ils ont été épatés par cette. Et ça fait plaisir d'avoir une galerie comme ça en Algérie. Il faut respecter c'est-à-dire cette galerie. Pour moi, est quelque chose de formidable. Bon, j'ai ramené 200 tableaux, des étapes de ma vie artistique. 4 ou 5 étapes. Moi, je suis dans l'abstraction lyrique. Je travaille beaucoup dans l'abstraction. J'ai ma palette à moi. J'essaie d'être exceptionnel et je travaille pour ça. Et pour être exceptionnel dans les arts plastiques, c'est pas facile. Il faut travailler, il faut du boulot. Hein. Il faut beaucoup de recherche, beaucoup d'inspiration, effectivement. Je me suis spécialisé dans les gris colorés, dans la gamme gris colorée. La gamme gris colorée, c'est une gamme très riche. Elle donne le thème une vie. C'est pas spécialement, c'est-à-dire un thème exceptionnellement, mais le thème en lui-même, avec cette gamme, il donne une force formidable pour les gens qui voient le tableau. Ils s'intéressent, mais ils cherchent pourquoi ils s'intéressent. Donc il y a une force formidable dans cette gamme. Et justement, lorsque nous sommes dans l'abstrait, généralement, c'est chacun a une propre lecture. Hein. Lorsque vous recevez des visiteurs, c'est chacun comment il va interpréter selon des fois même l'émotion de l'instant, selon le moral de l'instant. Et est-ce que, parce que vous, lorsque vous faites un tableau, certainement vous avez un objectif particulier, vous avez un message particulier. Bien sûr. Alors, est-ce que votre message passe facilement à travers l'abstrait ou vous avez quand même d'autres lectures qui pourraient même enrichir votre objectif initial? Oui, l'abstraction, elle donne la possibilité d'aller plus loin. Elle donne la possibilité de créer des profondeurs. Là où les gens, c'est-à-dire un artiste qui pratique l'abstraction, il a des couloirs d'aller plus loin. Même, c'est-à-dire, il y a des artistes, il y a une différence, c'est-à-dire de forme d'expression. Mais l'abstraction, il te donne la possibilité d'aller plus loin. Voilà. Donc, pour les gens, possible qu'ils ne comprennent rien, qu'est-ce qui se passe, mais ils ont quelque chose de sentiment. Oui. Ils peuvent sentir, particulière comme ça. C'est ça l'essentiel, de sentir. Ça, c'est formidable. Donc, ici, on parle de la spiritualité dans un monde, c'est-à-dire
cherche pas à comprendre. De comprendre, pour moi, c'est facile. Mais de sentir, c'est difficile. Oui. Il faut avoir des arguments, il faut avoir, je sais pas, quelque chose au fond de l'être humain, de sentir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est très beau. Mais on a vu, selon le reportage de notre ami Lamia Boudbouda, que c'est très vivant, que c'est très coloré, qu'il y a de la vie, qu'il y a beaucoup d'espoir, on a l'impression. Bien sûr, c'est l'essentiel là, de donner l'espoir dans un travail, de sentir l'espoir. Moi, je trouve que c'est très difficile de demander à un artiste d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'il a créé. Il a déjà créé. Pourquoi est-ce qu'on va lui demander encore de mettre des mots pour expliquer aux gens ce qu'il devrait ressentir ou pour expliquer ce qu'il a ressenti lui au moment de le faire. C'est juste. Je pense qu'on devrait. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, mais d'un autre côté, quand on est devant un tableau, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On aimerait aussi mieux comprendre. Probablement, c'est la raison pour laquelle on pose la question à un artiste pour avoir plus ample d'informations. C'est difficile. Après, du tableau. Je demande aux gens. Oui. Je ne cherche pas de comprendre. Il faut juste ressentir. Il ne fallait pas comprendre. Il faut juste ressentir le Exactement. Comme on est en train d'écouter une musique, est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe? On peut avoir tous la même émotion. Non, on peut pas tous avoir la même émotion. Il faut se sentir. Il y a des couleurs, il y a des mouvements, il y a des points, il y a des traits, il y a des profondeurs. Il faut connecter avec. Oui. Voilà. Et c'est beaucoup d'émotions. Voilà. Ça dépend devant un tableau abstrait, effectivement. Alors, donc l'exposition, elle est toujours accrochée, donc on peut toujours visiter, on peut toujours la voir. Elle est venue jusqu'au samedi, Inch'Allah. Samedi demain? Oui. Jusqu'à samedi. Oui. Donc on rappelle que l'exposition était accrochée durant un mois. Oui, un mois. Au niveau du Palais de la Culture, elle est toujours disponible jusqu'à demain. On vous trouvera, donc si jamais on avec viendra. un grand plaisir. Voilà. Vous risquez aussi de trouver des gens curieux comme moi qui vont quand même vous poser. Non, c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant. Voilà. Il fallait des clés, c'est tout, des clés pour entrer dans le travail. L'essentiel, il faut avoir des sentiments. Voilà, de l'émotion, des sentiments. Pouvoir exprimer effectivement ce qu'on ressent. Alors, Samira, elle aussi, elle est artiste à sa manière. Ah bon, j'aimerais bien moi la peindre, faire des aquarelles. Chacun de nous est artiste à sa manière. Alors j'ai dit que Samira était artiste à sa manière, et je dis toujours que Samira est une très très bonne et belle ambassadrice de la culture et de l'archéologie. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, elle a choisi de nous emmener du côté de Temenfous, n'est-ce pas, Samira? Oui, Temenfous, qui a dû certainement inspirer beaucoup d'artistes peintres, de l'abstraction, de l'impression aussi, et des artistes, ceux qui ont construit les Romains, des architectes. Et donc Temenfous, c'est pas loin d'Alger, ça ferme on va dire la couronne, la demi-couronne d'Alger. On est à la pointe nord-est de la baie d'Alger. Donc très bel endroit, on peut le voir. On peut voir Cap Matifou, parce que ça s'est appelé aussi comme ça, Cap Matifou, une déformation espagnole, puisque Cap Matifou a connu le réembarquement après l'échec cuisant de Charles Quint. Voilà, en 1541, après qu'il ait tenté d'attaquer Alger de face, ce qui est pratiquement impossible puisque jamais personne n'a réussi malgré toutes les attaques qu'Alger a subies. Donc Temenfous, pourquoi Temenfous? En réalité, ce qui m'a intéressé moi, c'était Ruskinae, voilà. Donc c'est le nom, on va dire, latin, ancien phénicien de Temenfous. Temenfous a connu une succession d'histoires, de civilisations qui ont construit son âme, qui pratiquement aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques vestiges visibles. Quand on va à Temenfous, on va aux Andines par exemple, ou au petit port de la Pérouse, parce que ça s'appelle aussi comme ça, la Pérouse. On la connaît sous le nom de la Pérouse. On la connaît sous le nom de la Pérouse. Elle a eu plusieurs appellations, et toujours par rapport à sa situation géographique, par rapport à, par exemple, ça s'appelait le Cap des Buissons. Donc il devait y avoir certainement beaucoup de buissons quand le peuple de la mer est arrivé. On l'a surnommé aussi Temenfous, qui est un nom berbère, qui a aussi une racine phénicienne, mais ça reste
juste berbère, puisque les populations ont toujours existé, hein, même avant l'arrivée des Phéniciens. Donc, très convoité. Et qu'est-ce qu'on peut voir quand on va à Tamanfoust? Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Non, mais j'aimerais bien. Ce qu'on appelle Borj Bahri actuel, depuis l'indépendance. J'aimerais bien visiter. J'ai visité l'Algérie entièrement, mais j'ai passé pas par... très loin. Du moment que vous êtes à Alger, c'est très faisable. C'est à quoi, 20 minutes? Alors, en ligne droite, quand on est d'Alger, en ligne droite, si on ne passe pas par la route, c'est 15 km. Mais en tout, je crois que c'est 26, 27 ou même jusqu'à les 30 km. Quand il n'y a pas de circulation, c'est extrêmement rapide. C'est un lieu qui est très intéressant puisque les vestiges de Tamanfoust ont servi à la construction de plusieurs, on va dire, bâtisses d'Alger. Donc les Ottomans notamment ont utilisé la pierre, ont utilisé beaucoup de choses pour construire des infrastructures à Alger, renforcer les remparts, puisque Tamanfoust avait aussi des... alors c'est construit comme une ville romaine, hein, avec des thermes, des rues, comme on trouve dans toutes les cités romaines, avec des citernes. D'ailleurs, il existe encore jusqu'à aujourd'hui des restes de citernes, avec des villas, ce qu'ils appelaient les Romains des villas. Il y avait aussi en fait toute une construction autour de l'eau, puisque l'eau est importante. Il y avait une agriculture, il y avait énormément de commerce. On a retrouvé beaucoup de choses. Alors beaucoup de choses ont été retrouvées sur le site, notamment des mosaïques, qui ornaient. Ces vestiges, on peut les voir sur la route, hein. On n'est pas à Tamanfoust, là où il y a le port. C'est juste avant de prendre on va dire, c'est sur la route, avant de prendre à gauche pour aller vers le port, là où il y a les restaurants, puisque l'endroit est très très agréable. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il reste des vestiges de mosaïques dans le commissariat de Tamanfoust. Donc ça décore ceux qui veulent aller visiter le commissariat, ils peuvent trouver, c'est très intéressant. Du coup, j'ai envie d'y aller au commissariat de Tamanfoust. Donc il y a aussi des vestiges qui ont été retrouvés, qui sont au musée des Antiquités d'Alger, donc on peut retrouver. Il y a des choses qui ont été emportées comme une mosaïque et autre chose aussi, hein, au musée du Louvre. Et le plus intéressant, c'est qu'en 1946, la Société de numismatique américaine a reçu un lot de pièces, des sesterces, en fait, à peu près 130, qui ont été retrouvées sur la plage, l'une des plages de Tamanfoust. Donc elles ont été retrouvées par qui? Par des Américains qui avaient débarqué, c'est à l'occasion de l'opération Torche en fait, le débarquement des Alliés, donc les Anglais et les Américains, à partir de 1942 à Alger pour la libération pour combattre les Allemands et la libération de la France. Donc il y a une équipe de militaires qui était en train de déblayer la plage. Et ils sont tombés sur une urne. Selon certaines archives, il paraît qu'il y avait des bijoux, il y avait des sesterces, donc des deniers romains, ce qu'on appelle dans une urne en argile. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi ce trésor, on va dire, est important? Parce qu'il a été recherché pendant très longtemps et qu'il a été à l'origine d'une guerre en 253, ce qu'on a appelé enfin, il y a eu une guerre pour retrouver ce trésor. Voilà. Est-ce qu'il y a un petit musée? Oui, bien sûr. Le fort turc, justement, qui a été construit qui a été modifié par Mezzomorte, qui a été construit, je pense, par l'un des pachas. Et ça rappelle qu'on savait qu'il y avait un nouveau pacha, un nouveau hara à Alger, parce qu'il y avait un canon à Tamanfoust qui, à chaque fois qu'il mettait en marche, ça veut dire qu'il y avait un nouveau roi d'Alger. On peut visiter le fort turc qui a été transformé à partir de la fin des années 90, donc en 1999, comme musée. Donc on peut retrouver quelques vestiges donc, romains qui existent, mais sinon les premières trouvailles... Pour essayer de profiter de l'occasion pour visiter. La vue est sublime. Oui, la vue est sublime, les couleurs. On sent que notre Algérie, notre belle Algérie, elle a de la richesse, la diversité. Beaucoup de potentiel, effectivement. Beaucoup de potentiel. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour ce beau voyage. Juste on rappelle que c'est classé depuis 2012 comme patrimoine national. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour ce beau voyage. Donc, Mourad Abdellaoui, merci beaucoup. On va vous retrouver jusqu'à demain au Palais de la Culture. Je vous invite à visiter l'exposition. Allez, merci beaucoup. Merci. Donc, on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre amie Farhat Mouzaoui en compagnie de ses invités. Farhat, bonjour et c'est à toi.
Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouargla. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur la jeunesse, la transformation numérique et l'ouverture au monde à travers les langues étrangères. Notre invité, M. Belkacem Abazi, président de la commission sociale de la Fondation des jeunes ambassadeurs algériens. On va parler d'une formation de la création de sites web organisée à Ouargla pour renforcer les compétences digitales des jeunes algériens. Et dans la deuxième partie, on aura le plaisir d'avoir avec nous une rubricaire, Nesrine Karami, qui va accueillir Madame Semoud Samia, chargée de pédagogie d'une école de langue, pour parler du rôle des langues dans l'ouverture au monde et la préservation de l'identité culturelle. Mais avant ça, on commence notre matinée avec une chanson et on revient juste après pour en parler de la création de sites web avec M. Belkacem Abazi. بسم الله بديت كلامي بصلاة الهادي ونقول يا الخان هدي سلامي وليكم راهم وصول وليكم راهم وصول خلقي جود عليا ويا سعدي وليت المدحو سيد الرقية بسم الله بديت خلقي جود عليا يا سعدي وليت المدحو سيد الرقية بسم الله خلقي جود عليا بسم الله بديت خلقي جود عليا وصل الله عليه ويلي قلبي يبغي وماني كان فيه شاهد الله عليا وصل الله عليك ويلي قلبي يبغي وماني كان فيك شاهد الله عليا بسم الله خلقي جود عليا المدحو سيد الرقية خلقي جود عليا معظم يوم الموت كامل يبكوا الخوت وراه الحال يفوت ويا من شاف فيا ومعظم يوم الموت كامل يبكوا الخوت وراه الحال يفوت ويا من شاف فيا بسم الله خالقي جود عليا. Voilà, on était avec Imad Dingnawa, qu'on félicite à mon nom et au nom de la station des travailleurs de la station régionale de Ouargla d'avoir eu la 3e place à Al Hanwa Shabab. Sans plus tarder, on accueille M. Belkacem Abazi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Belkacem. Bonjour Farhat et merci pour l'invitation. Je suis toujours honoré de participer à vos émissions ici à Ouargla. Merci encore une fois. Tout l'honneur est pour nous. Donc, Monsieur Belkacem, dans cet événement que vous avez fait, vous avez travaillé avec les jeunes, c'était la création de sites web. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette association des jeunes ambassadeurs algériens.
Donc tout d'abord, la fondation des jeunes ambassadeurs algériens, c'est une fondation à but non lucratif. Elle exerce dans plusieurs axes. Donc on a le bénévolat, l'associatif, le mouvement associatif. Oui. Donc on a le bénévolat, je disais, on a le culturel. Oui. Dans toutes nos activités, on rencontre, on prévoit toujours une partie touristique, des sorties touristiques, pour faire découvrir un peu le pays au niveau local. Et on a aussi dans le tourisme, on fait aussi, je disais, on fait aussi l'académique et dans la formation. Et on a aussi la diplomatie des jeunes. D'accord. Donc on a d'autres axes, mais c'est l'essentiel. Donc vous voulez dire quoi par diplomatie de jeunes? La diplomatie des jeunes, on fait l'initiation diplomatique, l'étiquette, on organise des formations, des petites formations pour faire découvrir les jeunes le côté diplomatique pour mieux connaître et s'adapter à diverses situations. D'accord. Même dans la vie de tous les jours, quand on fait par exemple une lettre à une... Comment l'écrire. Exactement, voilà. D'accord. Donc dans cet événement que vous avez fait, Belkacem, pourquoi vous avez choisi la wilaya de Ouargla pour organiser un petit peu cette formation que vous avez fait? Ouargla, c'est tout d'abord ma région d'origine. D'accord. Et Ouargla, pour choisir Ouargla, c'était bien réfléchi. Parce que pour commencer une formation de cette envergure, il fallait une région où on va trouver l'accueil. Oui. Un terrain où on va trouver l'accueil de cette formation. Et c'était là, plus de 45 participants. C'était un niveau énorme. Des participants pleins de punch, d'envie d'apprendre. C'est vrai. Plein d'envie d'apprendre. Et c'était très positif, un esprit convivial par les participants. Personnellement, on a largement dépassé, nous avons largement dépassé nos attentes. D'ailleurs, on va demander à notre script Nawal Chahdi de nous montrer et lancer les images pour voir un petit peu les participants avec lesquels vous avez fait cet événement-là. D'accord. Voilà, donc ici c'est là où s'est déroulé un petit peu l'événement, c'est ça? Exactement, je tiens à remercier spécialement le directeur des établissements des jeunes, l'ODEJ Ouargla, M. Joudi, et aussi le directeur de la jeunesse et des sports qui nous a accueillis avec un accueil très convivial pour préparer les salles et donner des instructions pour nous aider. Je sais bien, Belkacem, que dans cette association, vous êtes plusieurs membres. Ouais. Parlez-nous un petit peu de comment vous répartissez les tâches et comment vous faites pour un petit peu organiser. Je sais bien qu'il y a des personnes à l'étranger. Comment vous faites pour organiser tout? Donc, on a 4 principales commissions. Oui. Dans notre fondation, on a 4 principales commissions. Dans la commission sociale, où je suis président de la commission, on organise des réunions vidéoconférences parce qu'il y a les distances, on a des représentants à l'international. Oui. Du coup, c'est un peu difficile de se réunir dans une salle. Donc, on s'est entendu à faire des réunions via des applications connues et faciles à accès pour se réunir et donner des initiatives et des directives à nos adhérents. Et comment s'est déroulé cet événement-là? Avec 45 personnes, c'est vrai, une formation
d'envergure avec 45 personnes en 2 journées. C'était un peu serré, mais c'était très positif, avec un esprit positif par les participants. Ils ont même demandé à avoir un autre niveau plus avancé de la formation. Et il y en a ceux qui ont décidé déjà à lancer leur plateforme, leur site web de présentation, afin de commencer à publier leur activité et les photos comme on a appris dans la formation. Donc c'est un petit peu une formation accélérée. Exactement, oui. C'était très accéléré, mais ils ont appris l'essentiel. Voilà, c'est la base en fait. Moi personnellement, avec plus de 10 ans dans la création de sites internet, je peux développer un site web en même pas 1 heure de temps. D'accord. Ouais. Donc c'est un petit peu c'est votre expérience que vous faites partager à ces jeunes-là. Exactement, exactement. D'accord, c'est bien. En quoi cette initiative soutient-elle la transformation numérique, Monsieur Belkacem? Ben, tout d'abord, c'est l'une des directives du président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné, lors de son avant-dernière rencontre avec les journalistes, il a donné des directives à accélérer la digitalisation en Algérie afin de garantir la transparence et faire rapprocher les administrations des citoyens. Donc, du coup, on a rebondi sur l'une des directives de Monsieur le Président en organisant cette formation afin de contribuer de notre côté à atteindre ce point-là. D'accord. Donc, et quand vous faites un tel événement, Monsieur Belkacem, est-ce qu'il y a des critères de participation? Donc, tout d'abord, on a exigé que les participants seront d'une partie de la société civile. Donc, les présidents d'associations, les chargés de la communication d'associations. Et on a aussi eu, après consultation du directeur de la jeunesse et des sports et le directeur de l'ODEJ, il a demandé la possibilité d'intégrer les cadres de la jeunesse et des sports et les chargés, les animateurs des maisons de jeunes. Donc c'était l'occasion. Ils ont participé, ils étaient très contents de la formation et il y aura une suite, Inch'Allah. Inch'Allah. Et qu'est-ce que vous pensez du potentiel de la jeunesse à Ouargla? À Ouargla, on a des jeunes qui sont très motivés, très instruits. D'ailleurs, l'université de Ouargla est classée parmi les meilleures en Afrique. Oui. Et ça, c'est un atout. Du coup, c'est l'un des principaux points qui nous ont aidés ou on va dire, ils nous ont aidés à choisir la wilaya de Ouargla. D'accord. Est-ce que ces jeunes-là disposent des outils nécessaires pour l'insertion à la forme du digital, M. Belkacem? Je vais être honnête avec vous. C'est vrai que... C'est ce qu'on cherche. Oui, bien sûr. Donc, on a un léger problème. C'est vrai, il y a eu des progrès et tout, mais on a toujours quelques soucis avec la connexion Internet. C'est l'un des principaux outils qu'on utilise pour créer un site Internet. Oui. Avant, on n'avait qu'un logiciel de programmation de site Internet. Mais là, en ce moment, on a plusieurs outils qui nous aident à faciliter le développement d'un site Internet. Des outils parfois gratuits, mais ils sont à 100% sur web. Donc on a besoin d'une connexion fiable, une connexion Internet fiable, qui est stable, afin de bien travailler, à bien développer notre site Internet. On a aussi les ordinateurs. Oui. Un ordinateur, on n'a pas besoin pour un ordinateur puissant avec des caractéristiques bien spécifiques, mais malheureusement, le parc informatique disponible dans les jeunesses et les sports, c'est vrai, il est récent, mais
on rencontre quelques problèmes dessus. Donc, on aimerait bien que dans le futur, il y aura des ordinateurs, un parc informatique plus rénové, afin un peu plus développé, afin d'aider les jeunes à bien travailler dessus. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme un petit peu conclusion de cet événement-là que vous avez organisé? En conclusion, on va avoir très prochainement d'autres formations dans d'autres wilayas, vu le progrès, vu le résultat final de la formation. Ouais. D'ailleurs, monsieur le directeur de la jeunesse et des sports ainsi que le directeur de l'ODEJ ils nous ont beaucoup aidé et m'ont invité à faire d'autres formations à Ilizi et Janet. Il y aura donc d'autres, comme je le disais. Donc vous allez un petit peu vous éloigner dans les régions. Inch'Allah. Et découvrir notre pays. Oui, aussi. Bien sûr. Ouais. De toute façon, vous avez parlé d'Élysée et Janet, c'est très intéressant à découvrir. Exactement. Je vais élargir la formation. Et comment vous faites pour choisir un petit peu les sujets de la formation en fait? Donc, Algerian Youth Ambassador a fait plusieurs formations depuis sa création. On a fait l'entrepreneuriat, oui. On a fait la démocratie participative. Et aujourd'hui, on est dans la digitalisation. On choisit toujours les sujets qui sont d'actualité. Bien sûr, Monsieur le Président de la République compte toujours sur la société civile afin d'aider l'État algérien, on va dire, on va aider et contribuer surtout afin de faire avancer un peu avancer les choses. D'accord. Mais surtout dans le mouvement associatif. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces associations qui œuvrent pour un petit peu développer le côté scientifique, le côté high-tech, le côté AI aussi de... Bien entendu, on a d'ailleurs dans notre formation, on a fait découvrir aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'accélérer un peu le développement d'un site internet. D'ailleurs, c'est tout le monde qui s'oriente vers cette intelligence artificielle. Exactement. Oui. Et parfois, on peut créer un site internet en moins de 15 minutes. C'est un record, croyez-moi. Et comment on fait? On a plusieurs plateformes qui aident à créer un site internet. On a juste à choisir le template et on va décrire un peu le site et le travail est fait. En fait, c'est une petite formation en direct. Exactement. Donc, c'est juste, on donne ce qu'on veut. On fait une description, on choisit le template, on fait télécharger les photos qu'on a besoin à publier et l'intelligence artificielle s'occupe de tout. Et quelle est la méthode traditionnelle qui prend énormément de temps? Moi, quand j'ai commencé à apprendre le développement d'un site internet, on travaillait dans un logiciel qui s'appelle Dreamweaver et on travaillait sur les codes sources et ça prenait des nuits blanches, parfois des semaines afin de terminer un site internet. Mais là, on peut créer un site internet en 15 minutes. Et quelles sont les méthodes que vous... comment vous voyez ce changement surtout? Les méthodes anciennes et les méthodes... Parce qu'en fait, même ce développement rapide, c'est vrai, on gagne beaucoup de temps, mais on perd beaucoup en professionnalisme en fait. Exactement, c'est vrai, mais on ne doit pas laisser la machine prendre le dessus. Parce que si on fait confiance à 100% à la machine,
moi, je trouve ça c'est un peu grave parce que on doit mettre une touche humaine dans notre travail. On ne doit pas laisser l'intelligence artificielle travailler à 100% sur tous nos travaux. Par exemple, sur certains paragraphes pour développer un site internet. On a fait un essai lors de la formation. J'ai demandé à une association la présentation de leur association et j'ai demandé à la machine une présentation de l'association. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait une ressemblance, mais il y avait des informations erronées. De la machine. De la machine. Du coup, il ne faut pas faire confiance à 100% de la machine. On doit toujours l'assister, en fait. On doit toujours l'assister. C'est ça. Mais aussi, il y a un développement énorme dans les machines. C'est vrai. Donc, des fois, c'est des informations vraiment exactes mais ça diminue un petit peu le côté créativité et côté surtout humain de la chose. Oui, c'est vrai, mais on va dire que la machine, parfois, comment elle marche? Quand on a une information, c'est le nombre de personnes qui ont lu l'article qui fait changer la fiabilité. La fiabilité. Quand on a une information, donc Belkacem, il a fait une formation sur la création de sites internet. On a, par exemple, 10 000 personnes qui ont lu cet article. D'accord. La machine, elle va attirer leur attention. Mais quand on a un article qui a, par exemple, 1000 ou 100 personnes qui a lu l'information, elle va ignorer peut-être, il n'y aura pas une fiabilité à 100%. Elle marche comme ça, la machine. Mais elle prend toujours à partir des sources exactes. Exactement. Ouais. Eh bien, le développement, c'est bien. C'est bien, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un dernier conseil pour ces jeunes qui veulent un petit peu découvrir le website, les nouvelles intelligences artificielles et compagnie? Donc, moi, je conseille les jeunes à développer dans l'intelligence artificielle, à connaître le monde des sites internet. La création, la digitalisation, c'est un pas énorme vers le développement. D'ailleurs, c'est l'un des engagements de l'Algérie afin de faire développer un peu l'économie, développer notre vie de tous les jours et l'entrepreneuriat. Monsieur Belkacem, merci pour toutes ces informations que vous avez données. C'est très très enrichissant en fait. Le temps passe vite. Oui, je vois. J'espère que ça a suffi un petit peu de donner un petit peu une idée de ce que vous faites dans cette association des jeunes ambassadeurs algériens. On vous souhaite plein de réussite et plein d'autres événements peut-être. Inch'Allah, très prochainement. Inch'Allah. Allez, on a parlé de tourisme, on a parlé de Tassili Nadjer. Notre script va nous faire voir un reportage de Tassili Nadjer et on accueillera avec nous Madame Nesrine Karami et son invité et notre invité Madame Samoud Samia pour en parler de l'importance des langues étrangères et la prévention de notre culture tout en apprenant des langues. Voilà. Sous un espace naturel ouvert, le Tassili Nadjer est l'un des endroits touristiques les plus importants et les plus beaux d'Algérie. Il s'étend sur une superficie de 80 km². Enregistré comme parc naturel en 1972, il est classé en 1982 comme patrimoine mondial par l'UNESCO.
Le plateau du Tassili se compose d'un grand groupe sédentaire de grès, déposé sous forme de couches horizontales sur une hauteur allant de 500 à 1200 mètres. Le Tassili Nadja se distingue des autres sites archéologiques du monde par ses gravures uniques et anciennes. Chaque gravure raconte une histoire de vie quotidienne ou un exploit relatif à un événement. En parcourant et en observant ce tableau à grandeur nature, c'est l'impression de vivre un moment inoubliable dans la préhistoire. Le calme et la tranquillité qui règnent dans les montagnes du Tassili invitent le touriste à une profonde contemplation. Les dessins et les gravures, et comme par magie, vous transportent à travers le temps pour un voyage dans les couloirs de l'Antiquité. Et c'est un livre de l'histoire humaine qui se déroule sous vos yeux. Un vieux conte populaire nous raconte l'histoire du chameau et de l'homme bleu. Le chameau a toujours accompagné l'homme Tergui dans ses voyages et fait partie de sa vie. Il est l'un des éléments de beauté les plus importants de la nature du Tassili et reste indissociable de vie sociale dans cet environnement. Dans les gares, lors des voyages, dans les moments de joie, au cours des festivités folkloriques, le chameau est toujours cet élément indispensable dont l'homme Tergui ne peut s'en passer. Lors des festivités folkloriques, comme la danse Eliwen, sous les rythmes des tambours et des applaudissements, les méhéristes, 2 à 2, sur leur chameau, repartent des deux côtés, font des va-et-vient en ligne droite et se rencontrent au milieu du chemin. Le spectacle est vraiment resplendissant. Parfois, il y a plus de 24 chameaux. Vers la fin, les méhéristes effectuent des cercles autour des femmes qui accélèrent à leur tour le rythme du chant. Comme a dit Nesrine, c'est notre Algérie. On a vu un petit peu le Tendi et le Tassili Nadjar. Donc, Nesrine Karami, marhaba bik. Notre invitée, Madame Semoud Samia,
Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, Nesrine, vous allez nous parler des langues étrangères avec notre invité Samoud Samia. Je présente chargé de pédagogie d'une école de langues étrangères. Donc vous allez nous parler de l'importance de ces langues étrangères dans l'identité culturelle. En fait. Oui. Bonjour Monsieur Farhat, merci pour cette agréable opportunité. Donc aujourd'hui, exactement, on va parler de langue et ouverture au monde entre identité locale et surtout mondialisation. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Samoud qui est experte dans le domaine. À vous la parole, Madame. Ok. Alors tout le plaisir est pour moi. Et je serais vraiment heureuse de discuter ce thème qui me tient au cœur. Merci. Donc, on a remarqué que les langues étrangères prennent de plus en plus d'espace dans notre vie quotidienne. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, selon vous, Madame Samoud, quel est le rôle que jouent les langues étrangères pour l'ouverture au monde et d'autres cultures? Ok. Alors, on dit que les limites de ma langue, c'est les limites de mon monde. Et on dit aussi, apprendre une langue, c'est ouvrir une porte, de tolérance, et d'ouverture. Alors, à partir de ces citations, on comprend clairement que les langues étrangères jouent un rôle crucial dans notre société. Comprendre une langue, permet à tout le monde, bien sûr, à comprendre l'autrui, à savoir comment il conçoit les choses. À ouvrir un pan d'échange. Voilà, voilà, très bien. On construit des ponts culturels. Quand on apprend des langues, on construit des ponts culturels. Et bien sûr, pour savoir comment l'autrui pense, il faut automatiquement connaître sa culture. Alors c'est quoi la première étape? C'est quoi le premier pas? Le premier pas, c'est bien évidemment apprendre la langue, parler dans un certain peuple pour garantir quoi? Pour garantir bien sûr une communication entre les peuples, pour favoriser par exemple la tolérance, pour assurer une certaine compréhension mutuelle. Alors tout cela démarre par apprendre une langue étrangère. En fait, c'est un petit peu découvrir la culture de l'autre. Mais Madame Samoud, comment peut-on apprendre une langue tout en préservant sa culture? Parce qu'on voit de nos jours beaucoup de jeunes qui apprennent des langues. En fait, ils oublient vraiment leurs origines et leur traditions. Voilà, ils vont beaucoup plus aux traditions et à la culture. Ils sont complètement imprégnés par la langue et la culture. Très bien. Moi, je commencerai par dire que la diversité est une bénédiction, ce n'est pas une épreuve. C'est vrai. Veut dire, quand on apprend une langue, j'apprends le français à titre d'exemple, ça ne fait pas de moi française. L'anglais, ça ne fait pas de moi anglaise ou américaine. La langue est un moyen de communication. Et bien sûr, vous avez parlé ici de l'identité peut-être nationale ou locale. Ça veut dire le fait d'apprendre la langue, peut-être ça va menacer notre identité locale ou nationale. Moi, je dirais qu'il faut discuter maintenant de dimensions. C'est quoi? C'est l'apprentissage et l'apprentissage de langue étrangère et l'ouverture sur le monde. Par rapport à quoi? Par rapport à la préservation de l'identité nationale et locale. C'est vrai. Je crois bien que la solution, elle est entre nos mains. C'est quoi? C'est s'ouvrir sur le monde sans se perdre. Il faut savoir ce qu'il faut choisir. Il faut bénéficier de la modernité tout en préservant notre identité. Il faut toujours être attaché à sa culture, il faut être fier de sa culture. On ne peut pas fondre comme ça facilement dans une autre culture. Alors, pourquoi pas ne pas la faire découvrir avec une autre langue? Exactement, c'est le plus important. Vous avez évoqué tout à l'heure un point très très important, c'est la tolérance. Et je pense que c'est primordial de développer plus ce point, parce qu'apprendre une langue, c'est être plus tolérant. Bien sûr. Apprendre une langue, ça favorise la tolérance, ça c'est sûr. Mais avant de dire ça favorise la tolérance, il faut savoir premièrement ce que veut dire être tolérant. Exactement. C'est vrai. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes tolérants, mais quand on passe à l'action, on trouve tout à fait le contraire. En fait, il faudrait bien comprendre le terme tolérance avant d'en parler. Merci. Exactement. Effectivement. Alors, quand on dit être tolérant,
c'est l'art de vivre avec des pensées qui ne sont pas les nôtres. Et les respecter surtout. Voilà. Des fois, on a des préjugés, on développe une certaine allergie, surtout quand on ignore quelque chose. Ça veut dire, on juge, et on classe le jugement et on croit qu'on a raison. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de l'autrui. Oui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ignore ce qui se passe dans l'autre monde. Le fait d'apprendre une langue veut dire que je suis capable de concevoir comment l'autre peuple pense, qu'est-ce qui est sacré pour lui, qu'est-ce qui est par exemple, comme sens par exemple négatif, positif. Alors, je dois savoir comment l'autre pense dans sa langue. J'apprends la langue et je pense dans cette langue. C'est par cette façon que j'essaye, bien sûr, ça ne va pas se produire en une journée. Alors dans ce cas-là, c'est à partir de la pratique, c'est à partir aussi de côtoyer ces gens-là qui sont différents, qu'on arrive à comprendre comment ils pensent et comment accepter ces différences. Oui, en fait, on peut dire aussi ça aide à respecter autrui. C'est normal. En fait, c'est respecter sa culture, ses origines. C'est la base de la tolérance. Et je crois bien que la tolérance, c'est la plus belle preuve d'intelligence. Je veux dire, des fois, on évite des conflits inutiles, rien qu'en mettant en tête que la tolérance automatiquement ne pousse à mieux comprendre l'autrui. Ne pas commencer par un jugement. Si on commence par un jugement, c'est bon, tout est classé. Donc il n'y aura pas un champ de communication. Et par cette façon, on ne pourra jamais s'ouvrir sur le monde. Si on est toujours caché dans notre petite coquille. Voilà, on croit que cette coquille représente le monde entier. Non, il faut sortir de cette coquille. Alors, le moyen qu'on doit utiliser, c'est quoi? C'est la langue. Et puis, on plonge dans la culture. Parce que si on apprend la langue et on ne connaît pas la culture du peuple parlé, ça ne marchera pas. On sera seulement des parleurs de langue, mais on ne comprend pas comment ils conçoivent la vie. Ça donne des limites à la personne. Exactement. Et en fait, Céline, ça aide aussi à comprendre un petit peu l'autre personne, comment elle pense. C'est surtout ça. C'est un point très important. D'ailleurs, on a remarqué que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont de plus en plus orientés vers les langues étrangères, maintenant comme la mondialisation avec la langue anglaise et tout. Mais d'après vous, madame, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent apprendre la langue étrangère pour un but professionnel, pour voyager ou seulement pour s'ouvrir à une autre culture carrément? Très bien. Franchement parlant, selon mon expérience à l'école, je dirais que la majorité des apprenants viennent pour des buts bien précis. Alors, on peut commencer, par les élèves, les écoliers en général. Ils viennent à l'école pour apprendre le français, l'anglais. C'est quoi le but? Avoir de bons moyens. Voilà. Avoir de bonnes notes. Franchement parlant, c'est ça. Si par exemple, je demande aux parents de faire niveau au lieu de faire cours de soutien, je leur dis toujours c'est une perte de temps. Vous êtes en train de jeter votre argent par la fenêtre. Essayez seulement de donner une formation solide aux élèves. C'est par cette façon qu'ils vont acquérir un bon niveau qui va les aider à continuer, par exemple, leur parcours, par exemple, à l'étranger, même comprendre parfaitement la langue. Ça va éviter de faire des cours de soutien à chaque fois qu'on quitte un palier. On est au primaire, on fait des cours de soutien. La même chose au moyen, la même chose au lycée. Il y a des gens qui font même des cours de soutien, ils sont à l'université. Alors dans ce cas-là, c'est quoi? Apprendre la langue veut dire la parler, penser dans cette langue. Et si on maîtrise très très bien cela, on n'a pas besoin de faire des cours pour avoir une bonne note au bac. C'est bon, on comprend. Est-ce qu'on peut garantir le sujet au bac? Est-ce qu'on sait exactement qu'on va entamer tel et tel thème? Pas du tout. En fait, je pense que vous avez eu des parents qui viennent et vous disent j'ai besoin que mon fils aura la note. Non, il dit c'est nécessaire. Il est nécessaire que mon fils ait une bonne moyenne. Ça veut dire qu'il y a seulement ce désir-là d'avoir une bonne note. Voilà, c'est trop. Bon, être pragmatique, c'est pas quelque chose de négatif. Le problème, c'est que est-ce qu'on a bien tracé son but? Exactement. Voilà. Quelqu'un qui vient chez nous, il a besoin de progresser. Voilà. Alors, les notes, on peut dire les notes en premier lieu. Nous sommes à Ouargla. Alors, le but principal, c'est de décrocher un poste de travail dans les compagnies étrangères à Hassi. S'il fait anglais, j'imagine directement, ce rêve-là,
d'aller à l'étranger, d'avoir un bon poste, de se faire une bonne situation. Oui. Alors l'anglais, pour lui, il y a un but professionnel, purement professionnel. Qui devient indispensable. Il ne s'intéresse pas du tout à la culture. Quand on parle, par exemple, du plan éducatif, du plan professionnel, on dit que au palier primaire, moyen, lycée, le français règne toujours. Ça veut dire qu'il y a une demande considérable de l'apprentissage de la langue française. Oui. Mais quand on parle des étudiants à l'université, les diplômés, ils s'intéressent énormément à l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement travailler dans des compagnies étrangères ou bien aller ailleurs, aller à l'étranger. Et Madame Semoud, quel est le rôle que jouent les écoles des langues étrangères dans cette dynamique, si on peut le dire? Ah oui. Alors, moi, je suis là depuis presque 25 ans. Oui. Quand j'ai mis les pieds ici à Ouargla, je me souviens très très bien, le niveau d'anglais n'était pas aussi remarquable. Oui. Mais maintenant, je dirais qu'il y a un progrès magnifique. Considérable. Oui, déjà, ça me rafraîchit le cœur à chaque fois que je rencontre un de mes élèves qui maîtrise l'anglais, qui le parle like native speakers. C'est un locuteur natif. Oui. On ne remarque pas de différence. Si, par exemple, on le fait, par exemple, on va faire, par exemple, une petite conversation avec un locuteur natif, ils ne vont pas faire de différence. Ils vont se dire directement, celui-là, il a fait anglais dans un pays, par exemple, je ne sais pas, en Amérique, peut-être à Londres. Oui. Mais voilà, anglophone. Ça veut dire, il ne se doute jamais de cette compétence. Elle est remarquable. Les écoles privées ont énormément contribué à ce progrès. Oui. Bien sûr, ce sont des efforts extrêmes que nous avons tous déployés, le respect pour toutes les écoles privées ici à Ouargla. Oui. Et je vois qu'il y a même un penchant énorme envers l'anglais par rapport à la langue française. Pourquoi? L'anglais, tout simplement. C'est la nouvelle tendance, c'est la mondialisation. Exactement. C'est une langue flexible, scientifique, facile à apprendre. C'est une langue qu'on peut parler aussi partout dans le monde. Universelle, exactement. C'est une langue universelle. Oui, on va dire, il y a des buts éducatifs. Ça devient une petite nécessité scolaire. Oui. Ça veut dire faire anglais, faire français, c'est une nécessité scolaire. Et après, nous avons bien sûr le côté professionnel. Bien sûr, je ne peux pas imaginer un responsable recruter quelqu'un qui ne parle pas au moins une langue étrangère. Ça va être un handicap. Comment peut-il accomplir des tâches? Comment peut-il communiquer avec les autres? Voilà. Alors, et au niveau culturel, je dirais qu'il y a quand même une petite minorité qui s'intéresse à ça. C'est pas tout le monde qui néglige le côté culturel, mais c'est pas très fréquent. Mais je pense que ça revient aussi aux écoles d'initier les jeunes à aller au-delà de la langue et au-delà de la communication. Effectivement. C'est une très belle question celle-là, mais on va voir un reportage des langues étrangères à l'université. C'est une école à l'université de Ouargla de M. Khalfaoui Ben Omar et on revient juste après. Étrangères s'avère très utile et très important de nos jours. Monsieur Khalfaoui Ben Omar nous ouvre les portes du Centre des langues étrangères situé à l'Université de médecine Qasdi Merbeh à Ouargla. C'est un centre, comme son nom l'indique, qui est destiné à proposer une prestation. Quelle est cette prestation? C'est la formation intensive pour les langues. Actuellement, nous avons donc le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le russe et en même temps la traduction. Nous avons commencé par l'initiation de la traduction et prochainement nous allons faire de la traduction pratique. Il y a un besoin donc exprimé pour la maîtrise des langues, à savoir le français et l'anglais, et en même temps un autre besoin pour les collègues. Quand je dis les collègues, c'est les enseignants. Différentes langues sont enseignées dans ce centre, très prisé par les étudiants en médecine ainsi que par les étudiants des autres filières. Il y a un besoin justement, il y a un grand besoin justement chez les gens d'ici d'Ouargla d'apprendre les langues. Bien sûr, vous savez la raison. La plus grande raison, c'est beaucoup plus il y a beaucoup d'entreprises internationales ici en Hassim Soud. Donc l'anglais, le français, on apprend même le turc, l'anglais, plutôt le russe. Donc les gens quand même. Le turc d'ailleurs. Très bien. Donc les gens ont soif d'apprendre les langues, parce qu'on a toujours cette idée que les gens du Sud n'apprennent pas les langues. Au contraire, donc j'ai des étudiants ici, par contre, de médecine, de biologie
Et j'ai même des étudiants justement de ceux qui apprennent les langues, enfin qui sont au département de langue française. Ils viennent ici pour perfectionner, puisqu'on vient juste d'entamer avec une nouvelle méthode, c'est Alter Ego. Puisqu'avant on travaillait avec Rond-Point, maintenant avec Alter Ego. C'est une méthode qui a donné beaucoup de résultats. Ça fait quand même 5-6 ans que j'enseigne cette méthode. Et beaucoup plus s'exprimer puisqu'elle se base sur la communication. Hein, c'est une méthode actionnelle, se base sur la communication et bien sûr sur l'écrit. On a des professeurs, on a des fonctionnaires parce que j'ai 3 groupes, donc surtout parce que c'est les samedis en fait, les fonctionnaires viennent plus facilement. Très bien. En plus ici, on est surtout à la faculté de médecine, c'est un environnement très sain, donc il y a une ambiance estudiantine et on a aussi le directeur qui nous a mis beaucoup de moyens. Vous avez vu comme un labo, c'est le seul labo ici à Ouargla, hein, ça n'existe. C'est bien équipé. Exactement, voilà. Des labos sont mis à la disposition des élèves très intéressés par l'apprentissage des langues. Parmi ces jeunes étudiants se trouvent des lycéens, des employés d'entreprise et même des enseignants. J'ai à peu près 3 mois. 3 mois. Ouais. Ça y est, vous maîtrisez un peu le français? Oui, ça va. Je maîtrise un peu. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante, spécialité d'écologie de l'environnement à l'université. Je suis un lycéen au premier secondaire à Barkameli. Très bien. Tu es depuis combien de temps ici? Tu apprends les langues depuis combien de temps? J'ai à peu près 3 mois. C'est bien, tu maîtrises bien. Et qu'est-ce que tu espères faire avec le français? Parce qu'au lycée, tu as le choix. Pour une bonne note au bac, Inch'Allah. Je suis un cadre au niveau de la Banque extérieure d'Algérie. Donc je viens ici pour apprendre cette méthode, la méthode d'enseignement des langues par le système multimédia. Donc j'apprends l'utilisation d'Alter Ego pour enseigner cette langue en langue étrangère. Affilié à d'autres centres des langues en Europe, ce centre a réussi à gagner l'estime et la confiance des pays étrangers. Quand on parle de l'enseignement intensif, donc nous travaillons avec une convention, la convention de cadre européen de référence. J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire par exemple que cette année, l'université Qasim El Bah, le seul centre de soins intensifs de l'université Qasim El Bah a été sélectionné avec 5 autres universités et une université européenne, une université britannique-française, une autre italienne, une autre espagnole et une turque pour un projet qui va durer 3 années. Donc nous sommes partenaires. Donc quel est l'objectif? C'est la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Donc, on a vu un petit peu la modernisation de l'enseignement des langues étrangères. Dans votre école, quel est le rôle de cette modernisation en fait, des langues étrangères, Madame Samoud? Oui, bien sûr. Et il est impératif maintenant de moderniser les méthodes. Veut dire, bien sûr, on ne peut pas nier l'importance des méthodes classiques. On a appris énormément avec toutes ces méthodes-là. Mais maintenant, je vois que c'est nécessaire de moderniser ces méthodes et dans le but de donner plus de parole aux apprenants. Veut dire, quand il y a par exemple des thèmes intéressants de communication, ça les pousse à s'exprimer, ça les pousse à avancer, à évoluer. Mais quand on applique seulement cette méthode, par exemple, porter des informations, les écrire sur les cahiers et puis faire un petit test, et là, ça ne motive pas. Ça veut dire qu'il faut essayer de cultiver un environnement très positif en classe, très positif en classe. Et aussi, il faut garantir une atmosphère amicale, comment dirais-je, cette atmosphère pousse l'apprenant à donner tout ce qu'il a. Ça veut dire il va pratiquer sa langue, et il essaie par exemple de converser dans des situations générales. Et bien sûr, on ne va pas fermer les yeux sur tout ce qui est académique, tout ce qui est écrit, parce qu'on avance avec les 4 compétences, l'écrit, l'oral, et aussi bien sûr on fait attention à la conjugaison, à la grammaire. Tout ça,
se font d'une manière très harmonieuse. Et c'est par cette façon qu'on garantit quand même un certain progrès. C'est vrai. Donc c'est la nouvelle méthode d'interaction qui se base plus sur la communication par rapport à l'ancienne méthode académique. On centre lumière sur l'apprenant. C'est l'apprenant qui doit participer le plus. Voilà, c'est lui qui doit prendre la parole le plus. Donc, voilà, c'est prendre la parole, ça permet à beaucoup de gens à apprendre en fait. Là, on va au-delà d'apprendre une langue, parce que là, on fait apprendre aux apprenants en plus la confiance, voilà, c'est très très important par rapport à Exactement. On a même découvert des talents en donnant la parole à des apprenants, par exemple, avec un petit exposé, présentation. Il y a des gens qui ont découvert qu'ils pouvaient faire théâtre, ils étaient destinés pour pas mal de domaines. Ils ne le savaient pas. Oui, donc c'est plus qu'une école de langue en fait. Bien sûr. C'est des métiers un petit peu cachés. Voilà. Ils découvrent. Non, on développe des relations qui se maintiennent pour des années. Jusqu'à présent, automatiquement, je sais ce qui se passe avec plusieurs de mes anciens élèves et je sais très très bien que partager des moments pareils ne s'oublie pas. Un élève peut oublier une leçon de grammaire et de conjugaison, mais il n'oubliera jamais la façon dont vous l'avez traité. C'est impossible. Alors on maintient cette relation et c'est ce qui fait la joliesse, Voilà, ce qui fait la joliesse de cette relation. Tout à l'heure, on a parlé d'un point très important, c'est comment votre école, elle essaye d'initier les jeunes vers la découverte de d'autres cultures, plus que la communication. C'est la communication et l'ouverture vers les cultures. Parce qu'on voit les jeunes d'aujourd'hui, il y en a pas mal de jeunes qui se basent plus sur la communication et sur la langue elle-même. Mais vous, en tant qu'école, comment vous essayez d'initier les jeunes apprenants à découvrir les cultures? Très bien. Donc il y a une idée qui vient de me traverser l'esprit. Ça me fait rappeler une certaine situation que j'ai vécue avec l'un de mes élèves. Un jour, je lui ai demandé de lire un petit texte. C'était un texte qui parlait de la culture américaine. Et puis il m'a dit, Madame, ça ne sert à rien. Je voudrais faire tel et tel exercice. Donc il voulait tout à fait négliger ce texte-là. Je lui ai dit, pourquoi tu ne donnes pas aussi d'attention à ce texte-là? Il m'a dit, ça ne me sert à rien. Et là, ça m'a fait vraiment, ça m'a vraiment donné un certain, comment dirais-je, coup de pouce pour expliquer à quel point c'est nécessaire de pénétrer dans cette culture et de savoir comment la maîtriser. Alors, l'élève qui s'est manifesté, c'est tout à fait normal parce qu'il voulait tout simplement, comme on vient de le dire, avoir de bonnes notes. Grammaire, conjugaison, et ça s'arrête ici. C'est la chose que la plupart cherchent. Imagine-toi maintenant dans un pays anglophone. Tu vas parler de la grammaire? La conjugaison? C'est exactement ça. Tu as besoin de manger, de boire et de dormir. Voilà, tout simplement. Très bien. Comment vas-tu faire tout cela? Exactement. Alors, dans ce cas-là, il était un petit peu confus. Il m'a dit, c'est aussi nécessaire que ça? Oui, c'est très crucial. Il faut comprendre comment parler à un étranger. Même les gestes, ça compte. Nous, en Algérie, on parle énormément en utilisant nos mains. C'est-à-dire les mains. Pour s'exprimer. Voilà, on s'exprime énormément tout à fait en utilisant les mains. Je lui ai dit, avant de pénétrer dans n'importe quelle culture, il faut savoir ce qu'il faut respecter. Exactement. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut, par exemple, je sais pas, faire devant les gens. Même la façon de manger chez nous, il n'y a pas de problème. Si on prend par exemple un bout de pain et le faire tremper comme ça dans la soupe, il n'y a pas de problème. Mais ça se là, fait on pas, revient à la tolérance. On revient à la tolérance, exactement. Ça veut dire, je lui ai dit, même un petit geste de tous les jours que vous considérez tout à fait ordinaire sera interprété d'une manière un petit peu négative. Alors là, la culture elle-même, ça c'est un sujet qui est vraiment... Le débat reste vraiment enrichissant et malheureusement on est un peu serré par le temps. Donc merci pour votre présence. La rubrique touche à sa fin malheureusement. Merci pour votre présence. Merci Farhat pour cette opportunité. Merci à vous Madame Nesrine Karami. Merci pour toutes ces informations Madame Semoud Samia. On aura le plaisir aussi de vous revoir
pour continuer parce que c'est un sujet très important. Donc, chers téléspectateurs, merci à nos invités pour toutes ces informations, Belkacem Nesrine et Madame Semoud. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre émission depuis la station régionale de Ouargla. Je vous donne rendez-vous chaque vendredi. À très bientôt. Et c'est donc sur ces belles sonorités de la musique du Sud. Nous remercions donc Farhat Mouzaoui pour les différents sujets qu'il a abordés cette matinée accompagnée de ses invités. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Passez une excellente journée sur les ondes de Canal Algérie. Merci, au revoir. نتغرس سنسيها وتدشي ناس